Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben là, tout à fait spécial. Ben là. Oui, pourquoi je dis spécial? Eh bien, Chicoutimi s'est invité à l'Université Laval. Ben là. Ben là. Ouais. Pourquoi je dis qu'on s'est invité, c'est que l'Université Laval, notamment avec la Faculté des sciences de l'administration, vient à l'occasion faire une petite rencontre, parler à nos étudiants puis leur dire, écoute, tu pourrais peut-être envisager notre formation et, en fait, du moins notre université. Et cette année, on a eu un petit peu de difficulté, notamment dans l'horaire. Et là, j'ai dit, OK, pourquoi qu'on ne ferait pas un balado directement à l'Université Laval? Je dois y aller, je dois aller faire des petites visites à l'occasion, donc ça serait facile de pouvoir le faire. Alors, finalement, ça s'est produit et je suis très content d'amener mon setup parce que, comme je racontais un petit peu en préparation, ça me rappelait mes bons souvenirs de Ben Lala en France. Donc, si vous voulez regarder ça sur benlala.ca, n'hésitez pas. Donc là, je vais être avec deux invités aujourd'hui, deux personnes super intéressantes. Alors, voici nos invités de la semaine. Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, premièrement, je vais commencer par la dame dans la pièce, Marie-Pierre Tremblay. Bonjour. Salut Benoît. Merci d'avoir accepté de venir faire ton tour dans Ben Lala. Avant de te présenter, je vais saluer notre ami Louis-Thomas. Louis-Thomas, avant de commencer avec l'entrevue avec Marie-Pierre, toi, tu fais quoi ici à l'Université Laval? Moi, je suis responsable d'information sur les études. Donc, essentiellement, mon rôle, c'est de renseigner pas juste les cégepiens, toute personne qui s'intéresserait à des études en administration. Donc, oui, ça va inclure les cégepiens là, qui veulent passer à l'université. Mais on inclut là-dedans les retours aux études, les gens qui ont une autre formation qui veulent venir faire un MBA, donc les gestionnaires, tout ça. Puis les étudiants internationaux aussi, quand même un morceau important là, de notre clientèle étudiante à la faculté. Est-ce que tu considères que les étudiants du Saguenay sont des étudiants internationaux? C'est sûr que ça prend quand même un certain courage là, de dire je vais quitter peut-être ma région natale, tout ça. Oui, mais Québec, c'est 2 heures, c'est à côté. Tu fais ça aller-retour. Mais non, je dis ça à la blague. C'est rendu 2 voies en plus. C'est ça. Oui, 4 voies divisées. Ouais, le petit parc, c'est pas pareil, là, mais... Effectivement. Non. Mais à la blague, non, les étudiants de Chicoutimi, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean viennent aussi quand même en grand nombre à la faculté, là, je dirais. Parfait. Donc, Louis-Thomas, je vais revenir avec toi tout à l'heure avec ton top 3 des raisons pourquoi venir étudier ici dans la FSA. Notre première invitée, en fait, elle est professeure et directrice du département de management, titulaire de la chaire de recherche en leadership et en enseignement sur le développement de l'esprit d'entreprendre et de l'entrepreneuriat. Donc, Marie-Pierre, on va se tutoyer un petit peu, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Marie-Pierre, je suis content d'apprendre que tu es une ancienne étudiante du cégep de Chicoutimi. Ben oui, je suis une diplômée du cégep de Chicoutimi. Je suis une Tremblay du Saguenay, une vraie. Une vraie Tremblay du Saguenay. Exactement. Je me posais la question que Tremblay, mais tu sais, on ne sait jamais. Il y en a un peu partout. Exactement. Ouais. Donc, dans le fond, tu as étudié en quoi, toi, au cégep de Chicoutimi? Moi, j'ai étudié en sciences pures, donc un peu je dirais, l'ancienne posture d'ouvrir ses portes. Donc, je savais pas trop vers quoi j'allais me diriger. J'ai fait mon pré-universitaire en sciences pures, mais finalement, assez rapidement, j'ai continué, je l'ai complété, là, mais je savais que j'étais plutôt orientée vers, je veux dire, les sciences humaines. J'ai commencé un bac, j'ai fini aussi un bac, mais je me suis lancée en communication publique. Okay. D'abord à l'université. Puis après ça, j'ai fait ma migration vers la Faculté des sciences d'administration. Donc, je suis diplômée de la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Au niveau de maîtrise? J'ai fait ma maîtrise, donc mon MBA. À l'époque, encore aujourd'hui, c'est le MBA en gestion des entreprises. Et après ça, j'ai poursuivi au doctorat. Puis là, j'ai migré vers Trois-Rivières pour aller compléter mon 3e cycle. Super. Écoute, avant y aller avec des questions un peu plus formelles, ton doctorat portait sur quoi? Tu as parlé de quel sujet pour le bénéfice de nos étudiants? Oui, moi, j'ai étudié, en fait, tout le processus d'identification d'opportunités d'affaires. Donc, évidemment, j'étais en entrepreneuriat, c'est ce qui m'intéressait. Et je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat dans une perspective de développement local. C'est-à-dire comment on peut stimuler, je suis une fille de région, donc pour moi, c'est important. Comment est-ce qu'on peut cultiver, développer, soutenir l'entrepreneuriat dans les régions?
notamment pour avoir aussi des projets qui correspondent aux besoins de ces régions-là. Donc, j'ai étudié des initiatives qui avaient été faites dans différentes régions au Québec pour identifier des opportunités d'affaires qui étaient cohérentes avec les besoins du milieu. Fait que tout le processus, comment est-ce qu'on mobilise un collectif pour essayer d'identifier des opportunités et après ça, comment est-ce qu'on peut appuyer finalement leur réalisation par des groupes. Donc, j'avais 5 cas à l'étude, je me suis promenée de Sainte-Anne-des-Monts à Matane. Donc, je me suis promenée un petit peu partout en Abitibi pour étudier ces initiatives-là. C'est vraiment intéressant. On pourrait juste faire l'épisode là-dessus. J'ai tellement de sous-questions. Non, mais sérieusement, on va s'en reparler. Donc, écoute, je voudrais savoir comment est-ce qu'on mélange justement l'esprit d'entreprendre et approche pédagogique, parce que je pense que tu t'intéresses également à ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Oui, bien peut-être pour situer un peu, quand on parle d'entrepreneuriat, on a souvent le réflexe de penser à de la création d'entreprise. Puis c'est normal parce que c'est quand même un des volets importants de l'activité entrepreneuriale. Mais pourquoi on travaille plutôt avec le concept d'esprit d'entreprendre, c'est qu'on a une vision beaucoup plus large de ce que peut être, disons, l'entrepreneuriat. Fait que c'est pas juste, il n'y a pas juste une finalité. Donc, la création d'entreprise, c'est une avenue. Mais dans les faits, ce qu'on veut développer chez nos étudiants, c'est la capacité justement à voir les besoins, à penser de façon créative des solutions innovantes qui vont pouvoir après ça être mises en application, être capable de développer le modèle d'affaires, c'est-à-dire toute la question de la faisabilité de ces opportunités-là, que ça mène à de la création d'entreprise ou simplement un projet. Finalement, ça peut être de l'intrapreneuriat à l'intérieur d'une organisation, ça peut être de l'événement, ça peut être... Donc, cet esprit-là, finalement, peut être mobilisé dans plusieurs situations. Je pense qu'on a la prétention de penser que dans la société aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont de l'esprit d'entreprendre, qui ont la capacité justement à penser différemment les choses, à essayer de réfléchir autrement. Et non seulement à le réfléchir pour avoir des idées, mais à avoir, disons, la capacité de passer à l'action puis de réaliser finalement ces idées-là et de les concrétiser en mobilisant des ressources, en mobilisant des parties prenantes. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie d'amener. Puis en matière de pédagogie, ce que ça veut dire, bien évidemment, on n'apprend pas ça juste théoriquement, c'est quoi l'esprit d'entreprendre. Il faut mettre les étudiants dans des situations où ils vont pouvoir finalement mettre en application, développer leurs réflexes. Hein. Moi, c'est des choses que je travaille avec mes étudiants. Des fois, je leur disais, bien, vous avez 2 façons d'être dans la vie. Quand il y a une situation qui vous irrite, là, comme consommateur, par exemple, ou comme citoyen, ça pourrait être n'importe quoi, mais il y a une situation que vous n'aimez pas, vous êtes irrité par ça, vous trouvez que finalement, ce qui est offert, ça correspond pas, ça n'a pas de sens. Bien là, vous pouvez soit être bien fâché puis rester fâché puis trouver que c'est poche, ou vous avez aussi l'option de plutôt activer votre espèce de petit hamster pour essayer d'imaginer ce que ce serait finalement si on avait à modifier ça pour que ce soit une réponse plus adéquate à vos besoins. Fait que là, je les amène des fois à avoir un journal de bord pour réfléchir à plein d'idées sur plein d'affaires, des fois anodines, là, puis ce qui se passe dans la vie. J'ai dit, gardez-vous un petit calepin. Puis après ça, on travaille sur ces idées-là pour voir comment ça peut donner suite. Fait que pour moi, c'est vraiment d'activer, si on veut, un peu la vigilance entrepreneuriale. C'est un concept théorique, si on veut, mais moi, j'appelle ça comme une petite switch. Hein? C'est de mettre sa switch à on puis d'être plutôt dans cette posture-là quand on aborde la vie en général. Puis je pense que ça nous met dans une posture beaucoup plus positive et constructive que de juste constater finalement les lacunes de l'environnement dans lequel on est. Là. Donc là, on parle de lacunes, d'identifier dans le fond les problèmes. Souvent, moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est identifier ce qui vous fait suer le plus. Là. Exact. Et là, il y a une opportunité d'affaires. C'est ça. Donc, puis là, de ce que je comprends, c'est tes incites les étudiants à voir ça autrement, à dire sois donc créatif, essaie donc de voir ça autrement, essaie de prendre le problème d'une autre façon pour essayer d'y trouver une solution créative. Exactement. En fait, les problèmes sont souvent justement des opportunités déguisées. Hein, c'est ce qu'on dit, comme tu l'évoques bien. Là, prends ce qui est le plus poche, que tu trouves le plus, puis pars de ça. Puis en fait, c'est de vérifier, quand on est en entrepreneuriat, après ça, c'est de vérifier, est-ce qu'on est en train de résoudre le problème uniquement pour soi-même? Fait que si on est le seul à vivre le problème, l'opportunité est un petit peu moins présente. Mais en général, c'est peut-être un filon pour voir qu'il y a d'autres personnes comme nous qui ont les mêmes, la même perception, les mêmes problèmes. Puis là, à ce moment-là, tu te trouves à avoir un bassin, finalement, qui est ton marché. Ouais, j'aime bien parler de créativité parce que c'est un sujet que j'aime aborder en gestion de projet avec les étudiants. Ça serait quoi le petit truc de créativité que tu pourrais nous donner à brûle-pourpoint?
Bien, une chose qu'on fait beaucoup avec, justement, encore une fois, dans nos cours en entrepreneuriat, on va travailler sur sur différentes techniques, là, parce que la créativité, évidemment, des fois, ça paraît très nébuleux puis un peu improvisé, mais finalement, la créativité, pour être capable de la développer, puis ça, c'est prouvé scientifiquement qu'on peut développer des capacités créatives chez les gens. Fait que les étudiants qui se disent « Hey, moi, je suis pas créatif », tu l'es peut-être pas aujourd'hui, mais ça se développe. Tu peux le devenir. Puis il faut aussi comprendre que la créativité, surtout dans une perspective de, tu sais, on est créativité pas artistique, mais créativité d'utilité, là, c'est-à-dire développer évidemment des solutions pertinentes. Bien, le processus créatif mobilise en fait différentes aptitudes. Puis il y a des aptitudes que toi, Benoît, par exemple, tu vas peut-être avoir plus naturellement, mais dans le processus, il y a d'autres choses qui vont devoir être mobilisées, puis ça, c'est peut-être moi qui les ai. Fait que collectivement, dans le fond, on peut travailler sur la créativité, là, si on veut, à différents niveaux. Puis pour le faire, bien, dans les cours, on va souvent avoir justement en équipe, on amène, il y a Idée Volcanique, par exemple, qui est un partenaire qui est sismique, qui travaille beaucoup en entrepreneuriat collectif. Des fois, ils viennent animer ça dans nos cours. Et on a aussi en fait, c'est un concept de pyramide où on amène les étudiants à réfléchir des idées qui sont ultra flyées. De placer leurs idées. Hein. Ils sont en équipe, ils placent leurs idées. Des fois, des idées bien terre à terre. Puis il y a des idées là, qui sont vraiment très, très flyées. Puis là, on fait promener ces idées-là en disant, OK, t'as super flyé, il ne sera pas réalisable parce que, tu sais, c'est pas faisable. Comment tu peux la ramener dans le milieu? C'est-à-dire pas une idée terre à terre plate, mais puis il y a celle qui est un peu drame, finalement. Ouvrir un restaurant au coin de la rue, ça reste relativement pas très créatif. Mais comment tu peux l'amener, finalement, dans la zone un peu plus créative? Fait qu'on essaie de jouer avec ça sur une créativité qui est pertinente par ailleurs. Là. Comment est-ce que tu trouves un sweet spot, comme on dit en mauvais français? Mais ça, on travaille des ateliers comme ça avec les étudiants. Puis on a un cours même qui est offert au bac, là, qui est vraiment créativité dans les organisations. Puis, évidemment, bien, ça, c'est toute la capacité à maîtriser différentes techniques de créativité pour arriver à réfléchir, finalement, justement, des solutions puis des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, en fait. Puis, contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus structuré que ça peut paraître, la créativité. J'y crois, moi, à cette démarche structurée de créativité dans laquelle on peut se laisser imaginer ce que l'on veut, puis après ça, faire le test, en guillemets, de la réalité aussi, dans le sens que, tu ne te donnes pas de barème, puis par la suite, ben, tu exploses, et par la suite, tu dis, ben, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis bref, tu comprends un peu ce que je veux dire, c'est dans une démarche organisée. Ce qui m'amène aussi à savoir, puis, on va parler un peu de génération. Ouais. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont exposés à la technologie, je pense que beaucoup plus que notre génération à nous, là, dans la quarantaine, est-ce qu'ils sont plus éveillés à la créativité ou, parce que là, à cette heure, ils ont accès à plein d'affaires, mais on dirait qu'ils ne l'utilisent pas nécessairement pour stimuler cette fameuse créativité-là. On dirait que là, quand c'est le temps de créer des choses, tu peux utiliser l'intelligence artificielle, tu peux, au moins pour t'inspirer, pour essayer de voir d'autres choses. C'est des outils d'aide à la créativité. Comment est-ce qu'ils sont, nos jeunes, sur le volet de la créativité? Bien, déjà, en partant, j'aime pas mettre une étiquette, hein, parce que je pense que dans le lot, il y a toujours, évidemment, ils ne sont pas tous pareils. Puis, mais je pense que de façon plus sociétale, là, si je peux dire ça, j'ai un garçon de 17 ans. Là, fait que je vais me baser, entre autres, sur mon expérience. Mais une chose que je trouvais triste, je fais le petit aparté, mais pour expliquer, quand j'étais jeune, ça fait drôle de dire ça, mais il me semble qu'à l'époque, quand on jouait, nous autres, avec des Legos, là, ben, c'était des blocs de n'importe quelle couleur. Il fallait construire. Puis on construisait, puis on inventait nos maisons. Et voilà. Il n'y avait pas de plan, là, 1, 2, 3, 4. Là, tu sais, je veux dire, puis elle était un peu tout croche, puis elle tenait à moitié, mais c'était... Il n'y avait pas la série Star Wars. Non, c'est ça. Puis quand Toi, d'après moi, tu as joué avec ça. Non. Les tiens, tes blocs... Oh, t'es un hybride. J'ai commencé à dire dans mon temps, mais je suis encore... OK. Fait que tes Legos, étais-tu déjà pas mal... Non, créativité. Mes enfants sont dans la créativité aussi. Parce que c'est ça, je trouve qu'aujourd'hui, je me disais, c'est formidable là, ce que Lego a développé comme série, mais là, c'est juste de l'exécution, finalement, d'un plan qui est déjà tout pensé d'avance. Fait que ça laisse peu de place à la créativité. Moi, c'est un peu peut-être le côté nostalgique, on va dire, de mon époque. Fait que je veux pas leur mettre le blâme par ailleurs, hein, parce que je trouve qu'on a tendance à dire « Ah, les jeunes sont de même, les jeunes sont de même ». Les jeunes sont quand même le fruit de la société. Ça veut dire que collectivement, on a fait des choix sur la façon dont le parcours dans lequel ils sont. Ils ont vécu. Puis aujourd'hui, ben, qu'est-ce que tu veux? Ils sont là où ils sont parce que, bon, toutes sortes de choses. Mais je pense qu'on peut les amener finalement à
à être créatif. En fait, la créativité, moi, ce que je trouve extraordinaire chez les jeunes, et c'est peut-être ça. À l'époque, là, on était dans un mode, même scolaire, je trouve, on était dans un mode de performer pour performer. Tu sais, on s'entend, il fallait être bon à l'école parce qu'il fallait être bon à l'école. Tu sais, c'était un peu le seul. Il n'y avait pas d'objectif. Puis dans notre génération, en nous, on n'avait pas le choix d'aller à l'école parce qu'on n'avait pas de job si on n'allait pas à l'école. Tu sais, c'était un parcours. Puis là, aujourd'hui, je trouve que les possibilités sont exceptionnelles pour les jeunes. Puis quand les jeunes trouvent quelque chose qui les branche, là, par exemple, tu es capable d'aller chercher quelque chose. C'est pour ça que je trouve ça beau, l'ensemble des programmes qui se développent, que ce soit au collégial ou même à l'université. On essaie de rendre ça le plus, je dirais pas niché, mais en tout cas le plus concret, le plus orienté possible pour que ce soit pas juste des programmes très larges, finalement, dans lesquels les jeunes ne se retrouvent pas, mais qui puissent s'attacher à quelque chose qui les passionne. Puis là, on est capable d'aller chercher beaucoup de leur énergie. Parce que quand les jeunes décident qu'ils veulent s'investir dans quelque chose, puis qu'ils ont la motivation de le faire, puis qu'ils voient pourquoi ils le font, c'est extraordinaire ce qu'on est capable d'aller chercher. C'est sûr que d'un point de vue différent générationnel, c'est pas tranché parce qu'à l'époque, il y avait peu de place finalement aux idées. Là. C'était la recherche de la bonne réponse. Je trouve qu'on a quand même fait un bout de chemin dans le système scolaire, notamment au Québec. Là, je sais pas, tu as fait un tour du côté de la France, notamment à Angoulême, mais je pense qu'il y a encore cette valeur-là de notre système scolaire où il y a beaucoup plus de place pour la créativité, pour le débat d'idées, pour la réflexion. Et quand on parle d'esprit d'entreprendre, notamment au primaire, il y a de super belles initiatives qui sont faites sur le développement de l'esprit d'entreprendre ou l'utilisation de l'entrepreneuriat comme un processus pédagogique pour justement amener les jeunes à développer des idées, à être créatifs, après ça, à voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en action leurs idées. Fait que tout ça, c'est finalement un beau capital avec lequel ils vont cheminer pour le reste de leur parcours. Puis on le voit au secondaire aussi, il y a des écoles qui font des trucs extraordinaires. C'est là que je trouve que l'entrepreneuriat est vraiment intéressant. Pas parce qu'on veut tous en faire des chefs d'entreprise, c'est pas ça. Mais au moins d'être capable de développer ces compétences-là qui, après, sont utiles autant dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle, on va se le dire. Donc, c'est à l'action, finalement. Là. Exactement, l'initiative. Ça l'amène à ça en disant... L'entrepreneuriat, dans le fond, c'est pas juste de démarrer une business, mais c'est de créer, partir d'une idée puis de l'amener à terme. Dans le fond, c'est un peu, si je le simplifie, c'est à peu près ça. Bien, tout à fait. Même d'un point de vue plus scientifique, si on veut, souvent, il y a tout un courant de pensée qui va définir l'entrepreneuriat sur le processus d'identification, d'évaluation et de développement de l'opportunité. Donc, d'exploitation de l'opportunité. Fait que après ça, l'opportunité, c'est pas nécessairement une opportunité de création d'entreprise, c'est une opportunité plutôt d'amener une solution innovante pour répondre à un besoin et puis créer de la valeur. Puis les jeunes ont de belles opportunités aussi de s'exercer. Vous connaissez sûrement le défi aux entreprendre. Ben oui, cette année, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est le cégep hôte de ça pour les 3 prochaines années. D'ailleurs, on a reçu 2 porte-paroles, en fait, la co-porte-parole nationale et notre porte-parole régionale. Exactement. Andrea, je crois. Non, au niveau national, c'est... Rachel. Rachel Séguin? Oui, exactement. Oui, qui est une de nos anciennes étudiantes. Sérieusement. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Une entrevue fantastique. Sérieusement, là, c'est elle qui précède celle qu'on publie aujourd'hui. Vraiment une entrevue. Moi, j'ai donné carte blanche. Quand elle vient au Saguenay, on se rend compte en studio, avoir su finalement, parce qu'à ce moment-là, quand on a booké l'entrevue, je ne savais pas que j'allais venir à Québec, sinon ça... Rachel est diplômée de l'université. Rachel et Andrea. Rachel, plutôt du côté... évidemment, scientifique, là, était davantage en chimie, mais Andrea est diplômée de chez nous. Mais les deux ont fait aussi l'Académie entrepreneuriale, qui est un programme qu'on a mis en place à la faculté. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un beau projet. C'est mon bébé. Ah ouais? qu'on allait aller là. OK, parlons de l'Académie. C'était pas prévu, mais vous m'ouvrez la porte. Non, mais c'est parce que, tu sais, honnêtement, nous, l'entrepreneuriat fait partie de notre programme d'enseignement là, de comptabilité et gestion. Et dans le nouveau programme, on a placé l'entrepreneuriat quand même au centre. Ça fait partie, tu sais, on a intégré encore les valeurs entrepreneuriales dans nos cours. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est pas pour rien que je suis content qu'on se parle. Mon collègue Marc Privé, j'y ai dit, Marc, j'ai dit, je peux pas t'amener avec moi, c'est plate. Puis là, il était comme déçu un peu. Fait que, donc, bref, parle-nous de c'est quoi l'Académie. L'Académie, déjà, juste pour illustrer peut-être à ceux qui nous écoutent, pour moi, ce projet-là, c'est un projet entrepreneurial. Au-delà du thème, dans le fond, c'est de dire, je suis une prof, je suis une fonctionnaire, je suis une prof dans une université, mais dans le fond, mon milieu de travail me permet d'avoir des projets de
développer. Donc, cette opportunité-là est venue parce que à l'époque, la Caisse de dépôt et de placement souhaitait pouvoir soutenir une initiative. On l'a réfléchi ensemble, on l'a construit ensemble. Et moi, je trouvais qu'il y avait, que la faculté avait beaucoup à offrir aux entrepreneurs en termes d'expertise et on le faisait, oui, à travers des cours crédités, mais pas toujours dans une approche qui était peut-être adéquate pour des gens qui étaient déjà en démarrage. Donc, l'Académie, c'est un programme sur à peu près une année où on sélectionne, en fait, je veux dire, entre 10 et 15, là, ça peut varier selon les années. Ça, c'est des étudiants? Des entrepreneurs. Des entrepreneurs? On est en fait, c'est des entrepreneurs, c'est des étudiants entrepreneurs. Donc, soit ils sont encore dans leur parcours scolaire ou encore récemment diplômés. C'est souvent, je te dirais, sont à la fin de leurs études. Puis là, justement, dans leur posture identitaire, là, ils vont devenir vraiment des chefs d'entreprise à temps plein, on va dire. Ils ont parti leur projet pendant les études. Fait qu'on on les réunit, puis on leur donne une formation sur différents thèmes. Mais je dirais que la formation, c'est un peu un prétexte. On veut faire développer les compétences chez ces entrepreneurs-là, puis ça leur offre vraiment... Ce qui est formidable, en fait, c'est l'entraide qui s'installe parce que cette douzaine ou cette quinzaine-là, si on demandait à Rachel, par exemple, c'est sûr que sa cohorte, elle sait très bien qui était dans sa cohorte et qu'elle interpelle encore les membres de sa cohorte pour des fois résoudre des situations, des problèmes ou autres. Donc ça se développe. Fait qu'on a fait ça, c'est depuis 2017, je pense qu'on a lancé l'Académie. Fait qu'annuellement, on a une cohorte qui commence avec une super belle fin de semaine pour mieux se connaître puis créer vraiment le lien de confiance, parce que moi, c'est ce que j'appelle, là, c'est un lien de confiance. Donc, tout peut se dire. Ils partagent les bons comme les moins bons coups. Et nos professeurs, en fait, des professeurs chargés d'enseignement, quelques personnes externes, triés sur le volet. Pas juste pour l'expertise, parce que l'expertise, pour moi, c'est une chose, mais je dis toujours à l'Académie, ce que je veux comme formateur, c'est des gens qui ont les entrepreneurs en admiration. C'est des gens qui vont regarder ces jeunes-là puis qui font « Wow, c'est hot ce que tu fais, puis j'ai envie de t'aider. Ouais, » Pas « Je sais tout, puis j'ai envie de te montrer comment faire. » J'y crois. Exactement. Fait que c'est vraiment ça, l'espèce de philosophie que je veux chez nos formateurs. C'est des gens qui arrivent qui font tu sais, je suis super admiratif de tous ces projets-là. Puis Rachel et Andréa ont fait partie de la cohorte. Je pense que c'est la deuxième de l'Académie. Sérieusement, moi, je trouve ça hot parce que moi, je me souviens quand j'ai fini mon bac, avec mon cousin, on a démarré notre firme de marketing. Puis à ce moment-là, en 2004, tu sais, des firmes de marketing en région, là, tu sais, à part les firmes de sondage, je ne savais même pas c'était quoi. T'sais, on rencontrait les clients et on leur disait « On va vous faire votre plan marketing ». Ils ne savaient même pas c'était quoi le mot. Plan marketing? Oui, puis le mot marketing, ils ne savaient même pas c'était quoi. Donc, on est tombé dans l'éducation pendant les premières années. Puis l'idée originale, c'était d'offrir un service marketing en impartition. À ce moment-là, c'était comme assez innovant. Tu disais, on va se ramasser un pool, on va faire non seulement en fait, on va prendre le budget publicitaire, mais on va gérer le stratégie, toute l'équipe, parce qu'ils ne sont pas capables de se payer un directeur de marketing. Exact. C'était ça l'idée de départ. Puis, écoute, c'est pas compliqué. On a opéré l'entreprise 10 ans. Puis, par la suite, j'ai vendu à une grosse firme de consultants. Puis, j'ai été avec eux autres directeurs de pratique. C'était tout un tour. Mais pourquoi je parle de ça? C'est que les bonnes idées, souvent, vont partir quand tu es au bac ou quand tu es sur les bancs d'école, puis avec ta cohorte, tes chums. Parce que moi, je me souviens, là, notre cohorte en marketing, là, il y en a au moins une dizaine là-dedans là, que j'étais encore en relation avec eux autres, puis qu'ils ont tous des postes intéressants. Ils ont tous fait... Tout le monde évolue en même temps, puis après ça, le réseau, il demeure. Là. Exactement. Et ça, c'est... Puis je trouve ça important. C'est pour ça que je trouve ça wow. Félicitations. Parce que, puis en plus, là-dedans, dans l'approche de ce que je comprends, c'est que ça se fait aussi dans la vérité. Parce qu'on a tendance à mettre l'entrepreneuriat un peu sur... tu sais, l'entrepreneuriat d'affaires, là. On essaie de faire un star system alentour de ça. Tout à fait. Mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est avoir mal, c'est pleurer, c'est avoir des difficultés financières, mais c'est aussi faire du cash. C'est aussi être bien dans la vie. C'est aussi d'avoir une liberté. Il y a plein de beaux avantages qui sont alentour de ça. Et pourquoi je dis la vérité? Bien, tu sais, cette vérité-là, elle doit être dite, elle doit être partagée. Parce qu'il faut que les jeunes ou ceux qui se décident de partir en affaires, et là, je m'excuse, c'est mon côté entrepreneurial qui ressort, faut qu'ils le sachent, qu'est-ce qui les attend. Parce que oui, il va y avoir des moments difficiles, mais dites-vous une chose, c'est que les moments difficiles vont être aussi beaux que les moments de gloire et d'allégresse et de plaisir qui est associé à ça. Ouais. Fait que, bref, c'était mon éditorial d'aujourd'hui. Tu as raison, mais tu as raison de dire que souvent, on a l'image de l'iceberg en disant ce qu'on voit d'un entrepreneur, c'est la petite pointe en haut quand il a réussi. Un peu comme un athlète, hein, quand on voit une super performance, mais en arrière, là, il y a vraiment du travail, puis il y a des hauts, il y a des bas, il y a des affaires qui n'ont pas fonctionné.
Puis ça, sur le fait que souvent, c'est au bac, là, les idées, bien ça a été montré là, dans certaines études qu'on a faites. Aujourd'hui, on le voit, les entrepreneurs le font beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on testait un peu les intentions entrepreneuriales, c'était, mettons, après mon diplôme, dans quelques années après mon diplôme, je repousse, dans le fond, ça me tente, mais je ne le ferai pas tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, on voit que finalement, ils le font pendant leurs études. Puis ça, c'est un truc avec lequel on doit négocier, hein, parce qu'on est une institution d'enseignement. Il faut diplômer le monde. Ben, c'est ça, exactement. C'est Donc, important. il faut trouver l'espèce de balance. Comment on peut trouver des mécanismes pour les aider, les soutenir dans leur processus entrepreneurial, mais en même temps, les faire diplômer, comme tu dis. Là, on a passé plein de sujets que j'avais dans mes questions. Dans le fond, c'est un peu dans ce que tu abordes, ce qu'on vient d'aborder, mais qu'est-ce que les étudiants gagnent à intégrer l'entrepreneuriat dans leur projet d'études? Ben là, moi, je suis une vendue, hein, fait que... Okay. Ben, je pense, en fait, pour moi, puis surtout dans une perspective où l'entrepreneuriat est vu de façon très, très inclusive, là, puis là, je parle évidemment de notre offre à la faculté, évidemment, quand on a tout travaillé le développement des cours en entrepreneuriat, puis moi, ça concordait avec mon arrivée là, à la faculté beaucoup. Puis la réflexion, c'est de couvrir l'ensemble des options. T'sais. Fait qu'on n'a pas juste un cours de création d'entreprise Inc., là, mais on a de l'entrepreneuriat social. On va avoir la gestion d'un événement, on va avoir la transmission relève d'entreprise. On va avoir donc il y a un entrepreneuriat technologique pour ceux qui c'est le parcours. Fait qu'on essaie vraiment de donner un peu un horizon global. Pour moi, intégrer l'entrepreneuriat, ben c'est tu développes déjà, comme je disais tantôt, l'esprit d'entreprendre, développer ces compétences-là que tu peux mobiliser après dans plein de situations. Puis aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises qui se cherchent des entrepreneurs. Combien j'ai d'employeurs de très grandes entreprises, des assureurs à Québec, on est dans le milieu de l'assurance, qui disent, bien, tu sais, nous, à l'interne, on veut avoir des cellules, justement, qui... Écoute, l'environnement bouge tellement vite, il se passe tellement de choses, fait qu'on veut avoir cette capacité d'innovation à l'interne. Bien, c'est ça aussi qu'on travaille, quand on intègre l'entrepreneuriat, notre capacité d'innovation, notre capacité de prendre l'initiative, mobiliser des ressources. Fait que ça, c'est un volet. L'autre chose, c'est que le Québec, c'est une économie de PME. Donc, nos diplômés, oui, ils vont peut-être se retrouver chez un grand assureur, mais il y a bien des choses qui travaillent dans une PME aussi. Donc, d'avoir cet esprit, parce que nos programmes sont en entrepreneuriat, gestion de PME, et d'avoir cette logique-là, de dire, tu sais, la réflexion grande entreprise, marketing, puis tu viens de le dire tantôt quand tu parlais de ton parcours, pourquoi vous avez vu cette opportunité-là? C'est parce que c'est bien beau, le marketing, mais moi, quand je suis une petite PME, j'ai pas une division marketing à l'interne, voilà. Fait que je peux pas tout gérer ça. Fait comment est-ce que de façon un peu plus adaptée, je peux développer ces fonctions-là dans l'organisation, comprendre les réalités, comprendre aussi les avantages de la PME, notamment en matière d'innovation, d'agilité, de proximité avec les clients. Pour moi, je trouve que l'entrepreneuriat, d'intégrer ça, c'est pas juste pour les gens qui veulent créer un projet. T'sais. Moi, c'est là où je m'en allais. C'est souvent, c'est une chose que je vais dire aux gens qui visent peut-être nos programmes en entrepreneuriat, que ce soit au bac ou au MBA, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas que le fait de vouloir démarrer. Tu n'es pas obligé de vouloir démarrer ton entreprise pour faire notre MBA en entrepreneuriat. Tu peux juste être un gestionnaire au sein d'une PME et avoir un goût pour l'espèce de le volet créatif, le volet modèle d'affaires, le volet stratégique de l'entreprise. Fait que c'est ça, c'est pas que pour du démarrage. Même chose au BA. C'est pas parce que tu prends notre concentration en entrepreneuriat qu'il faut absolument que tu te démarres. Il y a des gens qui vont faire de l'entrepreneuriat, même si tu es en finance, même si tu es en marketing, même si tu es en gestion des ressources humaines. Fait il y a ça aussi. Là. Puis d'un point de vue stratégique, tu l'évoques bien, Lou Thomas. J'en vois beaucoup à la maîtrise, par exemple, dans leur projet d'activité terminale qui vont travailler pour une organisation, mais qui ont à réfléchir justement soit le modèle d'affaires ou en tout cas faire le plan d'affaires pour, je sais pas, moi, tel développement dans l'organisation. Bien, c'est tous des outils qui sont mobilisés, mais qu'on voit en entrepreneuriat, finalement, qui ne sont pas nécessairement utilisés dans d'autres programmes. Là. C'était un peu mon cas. Là. Oui. Marie-Pierre m'a supervisé au MBA. Moi, j'étais au MBA en gestion internationale, mais je m'intéressais à tous ces sujets-là, le volet d'entreprendre dans un contexte éducatif, tout ça. Puis Marie-Pierre m'a supervisé, même si mon domaine de base, c'était la gestion internationale, parce que dépendamment dans quoi tu veux t'en aller, il y a moyen de travailler sur le modèle d'affaires d'une organisation ou de comprendre si ce modèle d'affaires-là s'applique à l'international. Fait que, tout est entrecoupé au final. Mais le milieu scolaire, en tout cas moi, au niveau collégial, comme prof, je retrouve les mêmes, tu sais, dans ma job au quotidien, je retrouve les mêmes paramètres, en fait, la même liberté, les mêmes conditions que lorsque j'étais en affaires.
Ça, c'est ce que... Puis je me dis tout le temps, si je faisais du 8 à 4, du lundi au vendredi, je serais dépressif. Mais là, c'est pas le cas parce que j'ai la chance de faire plein de choses, d'être créatif dans mes cours, de diversifier ma pédagogie. Donc, puis je suis pas vraiment limité, à moins que je fasse une erreur, que là, la direction va me, va me ramener à l'ordre. Mais hormis ça, ça n'est pas arrivé en passant. Là. Non, mais si ça arrivait, là, on dit une niaiserie dans un balado, c'est sûr que le téléphone sonnerait. Quelqu'un quelque part va te le dire. Mais j'ai la chance de pouvoir enregistrer, couper, et ainsi de suite. Bref, c'est ce que je retrouve le plus, en fait, de façon plus intéressante. D'ailleurs, parlons un petit peu des mythes. Je pense que tu as déjà travaillé sur les mythes. Est-ce que tu voudrais nous partager quelques mythes qui est associés à l'entrepreneuriat? Oui, je pense que c'est un élément, sans dire que c'est une cause, mais c'est quelque chose pour lequel je milite beaucoup parce que l'entrepreneuriat, tu l'as dit tantôt, hein, dans le, je vais dire, médiatiquement parlant, dans les journaux, c'est sûr que c'est bien plus intéressant de parler des succès. Donc, on est beaucoup sur le star system de l'entrepreneuriat. On est beaucoup sur le fait que, justement, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs n'en ont que pour l'argent, par exemple. C'est absolument faux. Quand on fait, toutes les études le montrent, en fait, la principale motivation des entrepreneurs, c'est pas celle de faire de l'argent. L'argent, c'est un indicateur de réussite. C'est sûr que dans un modèle d'affaires où je vends des produits, des services, bien, si j'arrive à une rentabilité, si j'arrive à une performance qui me permet de dégager finalement des marges, bien, c'est un indicateur que quelque part, mon modèle fonctionne, on s'entend. Mais la motivation principale, c'est pas l'argent. C'est vraiment un outil, c'est un indicateur. Mais ça, c'est un des mythes, d'associer toujours les entrepreneurs, parce que tu l'as dit tantôt, c'est un parcours du combattant. Puis avant de réussir, là, en bon québécois, tu manges tes bas, là, on va se le dire. Là. Le succès instantané, il n'y a pas un entrepreneur qui vit ça. Là. Donc, le fait de cet acharnement-là est certainement pas dans une perspective unique de faire de l'argent. Les entrepreneurs veulent créer de la valeur. Ils veulent faire la différence. Puis, d'un point de vue générationnel, aujourd'hui, plus que jamais. Ils ne sont pas innocents, nos jeunes. Là. Ils voient bien le monde dans lequel ils vivent. Là. Il y a peut-être un petit peu de déni volontaire parce que des fois, c'est drôlement... c'est pas toujours jojo, là, ce qu'on voit. Mais ils ont envie, à travers la création de l'entreprise, de faire une différence, de faire un impact, de changer les choses. Vous avez rencontré Rachel. Rachel, c'est ça qu'ils veulent faire. Nous, on veut faire les choses différemment. On veut pouvoir amener... tout un modèle, les autres. Exact. Donc ça, on le voit chez nos entrepreneurs. Fait que ça, c'est un mythe. Il y a un autre élément qui est beaucoup associé. Bien, si on reste sur l'argent, ça prend juste de l'argent pour se partir en affaires. Tu sais, des fois, les entrepreneurs disent « Ah, bien là, ça ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas d'argent. » Non. L'argent, c'est un outil. Encore une fois, quand on démarre une entreprise, on en a besoin. Il y a des sources de financement, puis souvent, il faut juste trouver la source, le bon fit entre la source de financement et la nature de l'opportunité qu'on veut développer. Des fois, c'est parce que peut-être qu'il y a notre opportunité, on ne l'a pas suffisamment travaillé pour faire cette démonstration-là qu'il y a un potentiel de marché. Donc ça, c'est un autre volet. Les mythes sur lesquels on travaille, c'est aussi, comment je dirais ça? Mythe. C'est une des choses qui m'irrite quand même un peu, c'est qu'on met beaucoup de l'avant encore aujourd'hui, les stéréotypes liés à l'entrepreneuriat. Fait que si vous tapez là, entrepreneur sur le net, là, ben, c'est généralement des hommes à tête blanche avec un veston-cravate qui vont apparaître. Et pour moi, ça, c'est une représentation extrêmement limitée des entrepreneurs. C'est pas ça, un entrepreneur. On fait beaucoup d'intégration de gens d'affaires et entrepreneurs. Alors que les entrepreneurs, ben, des artisans, des commerçants, le milieu agricole. Puis quand en plus, qui plus est, quand on ajoute la composante féminine, c'est-à-dire qu'on voit moins de femmes entrepreneurs. Puis quand on les voit, c'est parce que c'est les femmes qui réussissent à se coller à un modèle masculin. Ah, puis là, tu sais, tout à coup, on va les mettre en lumière. Mais la réalité, c'est pas ça. Quand on regarde qui fait de l'entrepreneuriat, ça n'est qu'une petite, infime partie. Puis les objectifs de croissance peuvent être extrêmement variés chez les entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une multinationale, là. Puis il y a des gens qui vivent très, très bien avec un projet sur lequel ils sont capables d'œuvrer eux-mêmes, d'avoir vraiment... Tu sais, quand je parle d'artisan, c'est l'idée de pouvoir mettre les mains à la pâte. Moi, il y a un entrepreneur, à un moment donné, qui m'avait dit, ce qui est important pour moi, c'est la ligne du bas. Puis, moi, ça m'avait fait réfléchir beaucoup parce que la ligne du bas ne veut pas dire le chiffre d'affaires. Non. Ne veut pas dire le nombre d'employés. Puis, je reviens à mon histoire quand on s'est lancé. À un moment donné, après 4 ans, j'ai racheté mon associé, puis c'était pas assez de quoi, puis en plus, on n'était pas rentable. Puis à partir de là, ça a commencé à devenir rentable.
Mais là, on était, 5-6 employés à ce moment-là. On est tombé 1,5. J'ai gardé mon adjointe. Et là, elle a intégré. Puis là, c'est drôle, le chiffre d'affaires est resté sensiblement le même. Mais la ligne du bas a changé. Puis moi, dans mes ambitions à ce moment-là, je me disais, j'ai pas besoin d'avoir le gros kit. L'important, c'est que, que je fasse de l'argent. À ce moment-là, c'était comme, il fallait que je sois rentable parce que les 4 premières années, n'étaient pas rentable. Ah oui. Donc là, je suis tombé rentable. Puis là, c'est drôle, il y a aussi le fameux mythe du gros char. Là. Oui. Ben, c'est drôle, hein? À partir du moment où j'ai acheté mon premier BM, mon chiffre d'affaires a augmenté. Et là, il y en a plein comme ça. Et puis là, ça a continué. Mais je n'étais pas flasheux, là. Peut-être un petit peu à un moment donné, là, mais on est revenu. La vie nous a ramené. La vie nous ramène toujours. La vie nous rappelle. Hein? Ah non, on a toujours, à un moment donné, quelque chose qui nous... Ouais. L'humilité revient. Oui, non. Donc, bref, tout ça pour dire, ça en fait partie, je pense, aussi. Puis souvent, moi, quand je rencontre quelqu'un, moi, j'ai 10 millions de chiffre d'affaires. Oui, ça ne veut pas tout dire. Non, écoute, oui, mais... Il en reste combien? Oui, c'est ça. T'es hypothéqué pour combien? Mais ce que tu évoques, Benoît, c'est beaucoup lié à la performance. Hein? Puis la performance d'entreprise, là, c'est un concept qui est très variable et qui varie en fonction des objectifs d'entrepreneur. C'est vrai. Toi, tes objectifs, c'était ta ligne du bas parce que tu avais un besoin de rentabilité. D'autres vont être capables de vivre avec de faire des compromis là-dessus parce que leur objectif, il est ailleurs. Puis ça, on oublie ça. Encore une fois, ça, c'est un mythe de penser que tous les entrepreneurs ont les mêmes objectifs. Pas du tout. Puis c'est pour ça que certains vont... Moi, j'ai encore le discours de Georges de Spectrum, qui a été un invité dans une semaine mondiale en entrepreneuriat, qui est un entrepreneur de Québec, et qui mentionnait... Puis là, on recule quand même d'il y a quelques années, là, peut-être en 2018. Puis en fait, ce que lui évoquait, c'est que dans son parcours d'entrepreneur, à un certain moment, l'entreprise avait une belle croissance. Puis, tu sais, il était capable d'aller chercher finalement des contrats en masse pour faire croître son entreprise. Mais lui, ce qu'il voulait aussi, c'était de concilier, en fait, sa vie personnelle avec ça. Puis il voulait être capable, lui, 1 mois par année, d'aller faire, que ce soit du voilier ou un voyage, ou peu importe, d'avoir cette latitude-là. Tu sais, tu parlais de liberté tantôt. Il voulait avoir ça. Puis pour avoir ça, bien, il a réduit la taille de centre. Il a trouvé l'espèce de zone. Il dit, moi, mon entreprise, là, c'était... Puis peut-être que ça a changé depuis, mais c'est une 50aine d'employés, puis il n'y en aura pas plus parce que ça me permet de dégager suffisamment en termes de valeur financière pour être capable finalement de faire ce que je veux. Puis en plus, à 50, ça se gère bien, puis je suis capable de faire mes affaires puis de m'en aller faire mon mois de vacances, puis ça ne perturbe pas l'organisation, puis tout ça. Mais c'était super clair pour lui qu'il a connu une croissance et il a fait de la décroissance parce que pour lui, ça répondait à ses objectifs. Puis c'était super clair avec ses employés. Quand quelqu'un rentrait, puis il dit, moi, ce que ça fait, le compromis, je sais pertinemment que mes employés qui ont des aspirations, par exemple, à évoluer dans l'organisation, sont limités chez nous, bien évidemment, parce que je n'ai pas une super grosse équipe. Puis je sais que ces gens-là vont peut-être éventuellement quitter pour... Puis c'est correct, ça fait partie de la game, puis c'est très clair au début. Parfait, viens-t'en dans l'équipe, puis un jour, ça se peut que tes aspirations t'amènent ailleurs. Mais ça montre que c'est pas... Tu sais, les fameux hockey sticks qu'on parle, là, les croissances hyper rapides, pas tout le monde qui a envie de ça. Là. C'est un modèle, mais c'est un modèle parmi tant d'autres. Ça, en plus, c'est tellement à risque, parce que ce qui arrive, c'est que quand tu as une croissance trop rapide, tu as beaucoup plus de chances de te planter parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour être capable de le gérer, de l'administrer. Donc, ça rajoute un défi qui est comme hyper risqué, hyper dangereux. Donc là, tu es mieux de gérer ta croissance et aussi de gérer ta décroissance. Mais dans ce que tu viens de dire, notamment dans l'exemple, ce que je trouve trippant, c'est le choix. Exact. Puis ça prend de la maturité à un moment donné pour tout arrêter et dire, OK, ben qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes choix, ainsi de suite? Puis c'est quoi mes orientations que je veux prendre, notamment pour mon entreprise, pour le développement de mes ressources humaines, pour justement la ligne du bas aussi, tu sais. Oui. Puis ça peut en faire partie de choix. Puis tu sais, c'est sûr que ce que j'aime dans notre discussion, c'est l'approche entrepreneuriale, la philosophie entrepreneuriale. C'est pas juste axé justement sur une entreprise qui va faire de l'argent, mais sur une idée créative qui va permettre d'entreprendre un projet quelconque. Puis ça, je trouve ça le fun. Et que toi, comme entrepreneur, tu as le goût d'y travailler puis ça correspond à tes valeurs. C'est super important parce que la plus grande valeur dans une entreprise,
souvent, c'est le fondateur, c'est l'entrepreneur qui est au cœur de ça. Là. Oui. Sans lui, ça ne marche pas. On met souvent sur le plus, mais c'est pas toujours la bonne façon de l'approcher. Puis ça, tu sais, je trouve ça intéressant pour des étudiants comme tes étudiants au cégep, d'un point de vue carrière. Tu sais, même une job de salarié. On peut même ne pas parler d'être dirigeant d'entreprise, mais comme salarié, tu sais, on valorise aussi beaucoup tout le temps d'avancer au prochain poste, absolument. Puis, tu sais, de devenir gestionnaire d'une sous-équipe, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde. Là, fait que je pense que c'est intéressant de se pencher là-dessus. Pas juste pour... Ce que tu dis, je trouve ça trippant parce que j'ai comme un flashback. Parce que je me souviens dans ces années-là, au début de carrière, mettons les 10-15 premières années, là, c'était plus la croissance professionnelle. C'est ça. Puis à un moment donné, tu te dis, ben j'ai tout atteint ce que je veux. Puis là, moi, je me souviens, j'ai vécu un plateau de carrière. Puis là, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi. Puis là, c'est là où les choix, l'enseignement, toutes les opportunités se sont présentées. Puis que là, finalement, j'ai pris d'autres choix par rapport à ce que je voulais à ce moment-là. Puis ça, ben c'est, tu sais, dans l'entrepreneuriat, ça fait partie de ça aussi, en quelque sorte. D'ailleurs, avant de te parler sur le top 3, j'ai une petite dernière question, Marie-Pierre. Vas-y. Comment est-ce que tu trouves le développement de l'entrepreneuriat au Québec, de façon générale? Là? C'est sûr qu'on peut être très spécifique, là, mais en 2025, là, on a vécu la pandémie, on a vécu quand même les 10 dernières années, là, ça a quand même bougé pas mal. Là, on voit Donald Trump qu'on l'a sur le dos, ainsi de suite. Donc, comment tu vois ça? Comment ça se porte l'entrepreneuriat au Québec actuellement? Ben, c'est sûr, tu dis actuellement, si tu parles des 3 dernières semaines, dans le sens qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis janvier 2025. C'est sûr qu'au Québec, il y a eu beaucoup d'évolutions là, sur l'activité entrepreneuriale de façon générale. On a quand même connu des croissances au niveau des intentions. Une des choses qui a toujours été je dirais un élément sur lequel il faut travailler, c'est la perception de faisabilité, c'est-à-dire que les gens se sentent capables de le faire. Ça a toujours été au Québec quelque chose sur lequel il a fallu travailler, qu'on peut travailler par la formation, par la présence de modèles, de mettre ça de l'avant. Et puis on est bon. On peut se le dire. Ben oui, on est bon. On est bon. On a du talent au Québec. Mais on a souvent une tendance à sous-estimer nos capacités. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant dans les discours récents, évidemment, avec tout ce qui se passe du côté des États-Unis puis de l'arrivée de Donald Trump. Il y a comme une espèce de montée de la fierté québécoise. Tu sais, cette semaine, à la faculté, on a eu une super annonce d'un don majeur de Québécois. Avec Pierre-Carl Pelado. Puis je trouvais ça beau parce que tous les intervenants qui étaient là pour souligner, évidemment, le geste extraordinaire que Québécois et Pierre-Carl Pelado. 20 millions, c'est un don historique à l'université, dont la faculté va profiter généreusement par ailleurs pour notamment l'entrepreneuriat international, pour différents volets, finances durables. Mais c'est en fait une implication, un engagement extraordinaire d'une entreprise. Mais j'entendais les discours, puis il y avait beaucoup ce discours-là de dire la fierté des entreprises québécoises, puis soyons fiers, puis regardons nos grands succès, puis soyons capables de prendre notre place. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ça dans l'espèce de mentalité. On fait des super belles choses et je pense qu'il faut juste se donner la possibilité d'en être fier puis de voir qu'on est capable. Donc, l'entrepreneuriat se porte bien, c'est-à-dire qu'il y a des belles évolutions. C'est sûr que la pandémie a été extrêmement difficile pour nos entrepreneurs. En ce moment, il y a quand même un discours important pour mettre en lumière, tu parlais tout à l'heure de le STAR System. Bien là, en ce moment, on essaie aussi de mettre en lumière les failles, parce qu'on a des entrepreneurs qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui font face à beaucoup, beaucoup d'insécurité. Depuis janvier 2025, là, on va se dire, depuis qu'on vient de revenir des fêtes, on s'entend que c'est lourd, c'est pesant, c'est inquiétant, c'est incertain, effectivement. Donc, il ne faut jamais négliger cet aspect-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ramène, les études le ramènent. Il y a des initiatives sur prendre soin de nos entrepreneurs. Puis les entrepreneurs, tu me corrigeras si je me trompe, n'ont pas tendance à parler aussi de ce qu'ils vivent. Puis, tu sais, c'est un peu l'omerta. Puis, le fait de pouvoir le partager à huis clos, c'est pas quelque chose qui est... En tout cas, c'est pas facile. Prenons juste ton exemple, Benoît. Tantôt, tu as dit, à partir du moment où j'ai eu ma première BMW, j'ai commencé à avoir plus de contrats. Pourquoi tu penses? Parce que les gens y associaient une perception de réussite. L'entrepreneur, là, y a-tu envie d'aller s'afficher devant ses parties prenantes comme étant quelqu'un qui est fragile? Tu sais, c'est ça, cette retenue-là. Lui, il est à la tête de l'entreprise. Puis, tu sais, il faut qu'il montre à son équipe que ça va bien. Exactement. Autant, comme tu dis, Louis-Thomas, à l'interne ou à l'externe. C'est lui la tête d'affiche. Mais il faut trouver une façon de leur permettre, effectivement, d'avoir
un safe space. Hein? Puis c'est ça, les belles initiatives. Puis il y a des entrepreneurs quand même de très... ce que je trouve extraordinaire, qui ont des belles réussites, mais qui s'affichent ouvertement pour dire, ben écoutez, là, moi, ça va pas bien, ou je prends un pas de recul, ou c'est Nicolas Duvernois, je pense récemment, qui a dit hey, Oh oui, too much. Là, puis il a fait une publication sur les réseaux sociaux, Exactement. il l'a assumé. Là. Puis je trouve que ces gens-là font bien de le faire parce que... puis de ramener ce discours-là, les entrepreneurs sont des êtres humains et non des super-héros. Puis en fait, c'est que c'est le plus bel actif dans l'entreprise. Donc, si les entrepreneurs se portent mal, c'est pas bon signe pour nos entreprises. Donc, il faut avoir cette capacité-là. Puis oui, on travaille, tu as raison de dire que c'est encore un peu tabou, puis il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais c'est certain que les années qui s'en viennent ne sont pas faciles. Il y a une belle lettre ouverte aussi de Lucien Bouchard sur le repreneuriat, qui est un phénomène entrepreneurial en très grande expansion. On a des entrepreneurs qui vont quitter évidemment pour des raisons parce qu'ils sont rendus là dans leur vie, dans le cycle de vie, mais qui vont vouloir transmettre les entreprises. Et la transmission d'entreprise, c'est un autre volet en entrepreneuriat puis qu'on couvre dans nos programmes, puis moi qui m'habite beaucoup, de faciliter ce transfert-là, de faire en sorte que ça se passe bien. Là, on ne parle pas juste de fusion-acquisition, on parle vraiment de transmettre de personne à personne, puis ça, c'est un processus en soi. Puis le repreneuriat, honnêtement, en 2004, si je savais ce que je sais aujourd'hui, j'aurais cherché à reprendre une entreprise. Oui, il y a des belles opportunités qui s'en viennent là. Mais c'est sûr que le contexte, à ce moment-là, n'était pas nécessairement celui d'aujourd'hui. Mais, on est d'accord. Mais tu sais, les jeunes, là, si vous avez une opportunité, regardez. Oui, c'est le fun de partir des entreprises, mais quand tu pars de zéro, il faut que tu montes le système, il faut que tu montes l'organisation, il faut que... Tu sais, c'est de l'investissement. C'est sûr que quand tu reprends, il y a une base, en fait, sur laquelle tu peux travailler. Puis tu peux l'améliorer. Ben oui, c'est pour ça que je dis toujours aux étudiants, un projet de relève, en fait, il faut que tu renouvelles le modèle d'affaires dans ta tête. Oui. Tu pars ça, tu le prends, tu as de la valeur. Comment est-ce que je l'amène ailleurs, l'entreprise? Fait que ton esprit d'entreprendre, là, est là, elle doit être là. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, on a parlé de l'entreprise. Mon père était entrepreneur dans le domaine de la restauration, puis j'avais approché Marie-Pierre pour un peu réfléchir à ça. Puis, tu sais, ça a aidé finalement à dire, c'est peut-être pas pour moi, tu sais, parce que justement, il faut amener ça à un autre niveau. Puis, je suis pas certain de vouloir m'en aller vers ça. Elle m'a aidé beaucoup à réfléchir à, vers quoi je m'enligne, là, tu sais, avec ça, comment. Puis, c'est pas facile. Ça prend du courage aussi de dire, non, l'entreprise familiale, c'est pas pour moi. Oui, c'est ça. Dire à son père, finalement, j'ai évalué ça. Mais en même temps, c'est correct, tu sais. Mais oui, l'entreprise familiale, c'est... moi, je l'ai vécu, là, le volant familial, parce que ma mère avait une entreprise, mon père en avait une. Puis, justement, quand j'ai fait mon cégep, c'était pour dans cette optique-là, mais je n'étais pas là pantoute. Puis, c'était pas mes objectifs. Je me suis planté, tu sais. Mais, puis à un moment donné, c'est passé de quoi? Puis j'ai dit non, je vais aller travailler ailleurs parce que je travaillais pour mes parents. Puis, je suis allé travailler ailleurs, j'ai appris d'autres choses. Puis là, par la suite, j'ai fait mon retour à l'école. Et puis que là, j'ai réussi mes études. Mais ce que j'ai appris dans ces entreprises-là, c'est aujourd'hui, je m'en sers au quotidien, mais tu sais, je les ai pas repris. Mais le fait de dire non, c'est pas pour moi, je veux ma voie, je veux mes affaires, ça demande du courage. Je présume que tu sais cuisiner un petit peu. Oui, quand même. J'ai mis une bonne école pour ça. C'est quoi tu nous as préparé ce soir? Ce soir, en fait, on va... Fais-nous rêver. Non, je sais pas trop. Là. Des fois, le vendredi soir, c'est un peu standard. Là, un petit plat de pâtes là, avec les enfants. Là, on garde ça simple. Là. Ouais. Le prochain coup, j'aime bien risotto en passant le prochain coup. Donc, Louis-Thomas, je suis à toi dans un instant. Marie-Pierre? Oui. Merci. Merci pour ce beau moment de balado. Si je te réinvite... Ça va-tu te tenter de revenir? Absolument. Parce que, écoute, on aurait pu Il y a 1000 sujets qu'on aurait pu couvrir. Je m'arrête parce que j'aurais pu te questionner sur la gestion du changement d'entrepreneuriat, justement, quand on reprend. Il y a plein de questions que je me suis vraiment retenu. Puis je me suis investi dans cette discussion-là. Ça m'anime. Parce que souvent, quand je parle avec Marc, on est deux à poser des questions en entour de l'entrepreneuriat. Donc là, Marc, je m'excuse, il a fallu que je fasse ça. Puis là, j'en ai parlé un petit peu plus de moi cette fois-ci. Bref. Donc, Marie-Pierre, avec plaisir, tu as une carte blanche. Si des fois, tu veux parler justement de sujets pertinents. Puis, parce que moi, dans le fond, de la façon que je travaille mon balado, c'est vraiment un peu sous forme de bibliothèque aussi. Donc, mes sujets thématiques. Puis des fois, tu veux garder une trace pour tes étudiants ou bref, c'est là. Donc, puis on n'est pas obligé de se déplacer, on peut faire ça à distance aussi. Donc, bref, toutes les opportunités sont là. Alors, Marie-Pierre, j'ai enregistré ton oui. Peut-être qu'on va le couper au montage aussi, là, donc on verra bien. Louis-Thomas, je t'ai demandé de nous préparer les 3 raisons
pourquoi on viendrait ici à l'Université Laval, justement dans la faculté en administration. Alors, est-ce que tu es prêt avec ton top 3? Ben oui, c'est drôle que tu étais nommé, t'aies demandé 3 raisons parce que d'emblée, quand je donne des conférences, quand je vais à l'encontre des étudiants pendant les portes ouvertes, c'est à peu près une espèce de 3 raisons que j'essaie d'appuyer. OK. Fait que Sauf que là, naturellement, sauf ça que là, se- il va falloir que tu commences par ta troisième, la moins intéressante, parce qu'il faut que tu me gardes le punch pour la première. Tu comprends le OK, concept? j'avais en tête un sens, fait que je vais y aller de l'autre côté. C'est La, bon. la première, première gros... La première dernière raison? Non, Ils sont tous extraordinaires, Ouais, mais c'est mettons. Ah, OK, c'est bon. ouais, on va les mettre sur le même palier, mais je OK. vais quand même en garder Celle une qui pour est la à fin. droite ou celle qui Ouais, est à c'est ça. gauche. Numéro 3. Troisième raison, on va dire ça comme ça, je dirais que c'est la quantité de domaines d'études qu'on a à offrir. Parce que, bon, on s'entend, l'administration, c'est assez large. Si on pense juste au baccalauréat, on est l'école de gestion au Québec qui a le plus grand nombre de concentrations. Fait que, tu sais, quand on parle de concentration, Combien de concentration? on est à une vingtaine de concentrations. Oh, wow. Il y a des choses classiques, hein, la comptabilité, le marketing, la finance qu'on connaît, qu'on offre qui s'offre un petit peu partout. Mais il y a d'autres choses un petit peu plus innovantes. Je pense à la gestion urbaine et immobilière. On peut devenir évaluateur agréé. La planification financière qui ne s'offre pas aussi partout. L'entrepreneuriat fait partie des concentrations. OK. Quand on pense à l'entrepreneuriat, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut jumeler ça avec une autre concentration. Donc, à 20 concentrations, c'est à double tranchant. Des fois, ben, on sait ce qu'on veut faire, on veut se spécialiser dans un seul domaine, mais quand on peut combiner 2 domaines comme ça devient intéressant justement si ben, l'entrepreneuriat m'intéresse. Je vais peut-être me prendre un petit peu de comptabilité juste pour être solide puis vraiment lancer mon projet, par exemple. Fait que cette combinaison-là, le fait de dire ben, je peux faire 2 domaines, ça met la table un petit peu à la deuxième raison, qui est la flexibilité. Donc, FSA et Laval, là, c'est vraiment la flexibilité dans les études, au bac, à la maîtrise. On pense aux cours en ligne, on pense aux cours en français, en OK, anglais. attends un petit peu. Ouais. Là, tu me parles de cours en ligne. Ouais. Est-ce que tous les cours se donnent en ligne? Ben, c'est ça, en fait. C'est que, je dirais, on a à peu près 50 de nos programmes. On a 100 programmes d'études. Là, j'inclus là-dedans bac, maîtrise, micro-programme. Tu parles en administration? Juste en administration. Ah, ouais. Déjà là, c'est pour ça que je disais le Je pensais troisième. pas que c'était aussi gros que ça. Oui, c'est qu'on a, on a le baccalauréat, mais on a plus que ça. On a des déclinaisons de programmes courts, de programmes Oui, plus c'est longs. vrai. La maîtrise, on a une vingtaine de majeurs de MBA. Fait que, tu sais, les concentrations ou les spécialités, c'est pour ça que je le mets dans une première case. Quand on parle de formation à distance, là, on a à peu près une cinquantaine de programmes de la faculté qui s'offrent 100% en ligne. Ça inclut le BA, le bac en administration. Ça inclut, je dirais, une quinzaine de... à peu près 8 de nos MBA, admettons. Donc, on a des gens qui étudient de Montréal, de Chicoutimi, du Bas-du-Fleuve, dans nos MBA à distance. On peut prendre des cours en français et en anglais. Au bac, on peut faire un stage, on peut faire 3 stages. On n'est pas dans un programme coopératif où on doit absolument, mais on va donner le choix aux étudiants finalement de dire ben moi, je veux faire un stage. Je veux m'impliquer dans les jeux du commerce, des compétitions étudiantes. Les jeux du commerce, alléluia! Ouais, je veux pas. Ici, on veut pas. Là, tu me rappelles je veux des pas- bons souvenirs tout d'un coup. Je veux pas être obligé de rajouter une 4e raison, mais ça fait 3 années de suite qu'on remporte les Jeux du commerce. Donc, Bon. nos Exact. étudiants sont bien coachés. Mais Le nous Pat autres, Bourbonnais est à nous. mais nous autres, on figurait. On était des figurants. Mais on s'amusait vraiment beaucoup. Pas parce qu'on n'était pas intelligents, c'est parce que je crois que la distance jouait contre nous. Alors, j'en dirai pas plus pour l'instant. Parce comprends. que je voudrais pas me faire couper. Ouais, non, On en non. a parlé tantôt. Je Oui, comprends. continue. Juste Mais, commerce. c'est Tu ça. m'as Fait- déconcentré. Non, je mais tu sais, m'excuse. là, je m'en vais un petit peu dans tous les sens parce que ça va regrouper toute l'offre qui est autour des programmes. Parce que OK. se former, c'est une chose, mais il faut aussi se développer. Puis, Mais c'est là où tu dis. mais les étudiants là, qui, par Ouais. exemple, font les jeux du commerce, Ouais. à la quantité d'étudiants que vous avez, je présume que vous devez sélectionner. Il doit y avoir une préparation, il doit y avoir quelque chose en entour de ça. Oui, en fait, on a Martin, entre autres, là, qui est un de nos profs en management, qui est le coach référent pour les compétitions académiques. Donc, ils sont encadrés par un responsable académique, mais après ça, dans chacune des sous-équipes de ces compétitions-là, ben, il va y avoir des coachs, soit des enseignants, soit des gens issus du milieu des affaires, là, donc ça dépend. Mais oui, il y a tout un encadrement. Là. Puis peut-être juste pour rebondir,
dans le fond, dans la préparation, parce que je me rappelle, c'était à l'époque quand Martin est arrivé dans notre corps professeur, dans le corps enseignant en management. Effectivement, c'est lui le coach en chef, si on veut. Et dans la réflexion, on a ajouté un cours. Donc, les étudiants ont comme 2 cours crédités, dans le fond, qui servent à la préparation pour les Jeux du commerce, mais on s'entend que la préparation pour les Jeux du commerce, c'est tellement une belle valeur ajoutée pour, dans le fond, après ça, ses perspectives professionnelles. C'est sûr. C'est le message un peu à passer. Tu dis flexibilité, puis effectivement, puis là, j'ai hâte de voir ton numéro 1 parce que on pourra rebondir là-dessus, mais pour moi, pour les étudiants, c'est saisissez ces opportunités-là de se développer. Mais juste pour que ceux qui nous écoutent, là, ceux qui ne savent pas c'est quoi les Jeux du commerce, dans le fond, c'est une compétition académique de toutes les facultés en administration du réseau des universités du Québec, à peu près, où ce que pendant quelques jours, eh bien, on est en compétition, puis ça circule un peu partout dans les universités annuellement. Donc, c'est vraiment une compétition. Donc, en tout cas, bref, je voulais Tu as juste... 3 volets, ceci dit. Hein? L'académie qui fait partie, évidemment, Oui, est à la base. Il y a le sportif et le social qui viennent, qui permettent d'accumuler des points pour vrai. après ça se démarquer. Oui, mais exact. mais c'est merci sûr pour que les 3 volets. Ça fait quelques années. Nous autres, on avait un volet qui était académique et social. Le social, t'es bien fort. Vous étiez fort là-dessus. Très bon. À Chicoutimi, comme tu viens de Chicoutimi, tu sais Oui, de quoi je sais. parle. Je suis pas inquiète. Donc, maintenant... fait que ça vient englober tout ce qui est dans la flexibilité. Là. Le fait d'aller chercher à la carte, ça, c'est vraiment le fun. Fait que les Jeux du commerce, ça fait partie des choses qu'on peut intégrer, exemple, au baccalauréat. And the first one, numéro 1. Puis j'ai envie de dire que le premier avantage qui nous distingue, ça serait au niveau international. Oui, je savais que tu allais là. OK, j'étais pas sûr si tu allais aller là. Niveau international, là, c'est toute l'offre de séjour ou d'opportunités internationales qu'on offre à nos étudiants. Donc, ça aussi, ça peut être fait. Quand je ne voulais pas le dévoiler, là, mais on peut faire un stage, mais aller à une session à l'étranger, on n'est pas obligé de faire juste des stages, on peut faire les deux. Quand on parle d'international, il y a à peu près 4 grandes choses qu'on offre. Le classique, une session ou une année d'études à l'étranger, là, fait que d'aller faire un échange chez une université partenaire. Pourquoi on est aussi fort? On a une centaine d'universités partenaires dans 40 pays où nos étudiants du bac peuvent aller. Je dis au bac, mais c'est aussi possible à la maîtrise là, d'aller faire une session d'études à l'étranger. C'est des opportunités incroyables. Moi, je l'ai fait quand j'étais au bac. Je suis allé à une session aux Pays-Bas l'hiver de ma 2e année. Aux Pays-Bas. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Est-ce que tu as eu la chance de voir le stationnement à étage à vélo? Absolument. Moi, j'étais aux dans Pays-Bas, une ville... c'est impressionnant, ça. Moi, je me souviens, ça m'avait marqué quand j'avais vu ça. Amsterdam est très vélo, mais moi, j'étais dans une toute petite ville. Mais moi, je ne Tilburg. m'étais pas rendu à Amsterdam, par exemple. C'était trop dangereux. Tilburg, qui était une toute petite ville... on n'ira pas là. Une toute petite ville, mais est très étudiante. Puis justement, on parle de quoi, à peu près 150 000 habitants. Là. Donc, pour les Pays-Bas, c'est quand même une ville raisonnable, mais stationnement de vélo. Fait que oui, le vélo prend une part importante dans le déplacement là-bas. Fait que voilà, on peut aller faire ce type d'échange-là. Mais brièvement, on peut aussi faire des courts séjours. Fait que la personne qui ne veut pas partir 4 mois va pouvoir aller faire un séjour d'été dans des trucs très nichés. Là, exemple, Paris, on a un séjour de 2 semaines fashion business qui est autour du marketing du luxe. Il y a plein de séjours comme ça à la carte là, qui comptent comme des crédits. Moi, je pense que je vais refaire mon bac. Oui, quand on voit ça, moi, c'est ça. Je me dis, je passe à côté de. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'aux portes ouvertes, par exemple, on parle de ça en conférence, il y a tout le temps des parents à la salle. Il y en a qui viennent nous voir. Ils sont jaloux, hein? Oui, ils sont vraiment jaloux. Non, mais c'est parce que c'est important, ces possibilités-là. Puis, tu sais, je fais une petite parenthèse parce que moi, j'ai eu la chance, justement, d'en enseigner une fois en France, 2 fois en Belgique. Puis, c'est là où j'ai découvert d'autres pays. J'étais allé en Allemagne, j'étais allé aux Pays-Bas. Donc, tu sais, puis ça forge tellement l'expérience de travail. Puis tu vois d'autres choses, d'autres cultures, d'autres modes de travail. Puis ça te permet de progresser puis de travailler sur ton ouverture sur les autres. Parce que si tu n'as pas ça, je pense que malheureusement, tu ne peux pas bénéficier c'est ce qu'on met de l'avant. Cet avantage-là. C'est ce que notre équipe d'international ici met de l'avant auprès de nos étudiants, c'est saisir ces opportunités-là. Il y a deux autres choses internationales que je ne veux pas passer par-dessus. Je m'excuse, moi, je jase avec toi. Ben non, c'est correct. Parce que ça, c'est des exemples qui sont assez classiques, mais ce qui est encore plus innovant, double diplôme. C'est quoi un double diplôme? On en a un au bac là, depuis quelques années seulement, mais essentiellement, c'est à la maîtrise. Donc, un exemple, tu t'intègres le MBA gestion d'entreprise ici.
plutôt que faire ton MBA en 2 ans ici à Laval, tu vas faire seulement une année, donc une partie de ton MBA, mais tu vas aller faire une autre année, exemple en France, à Toulouse Business School ou à Aston au UK. Tu vas avoir une maîtrise aussi de l'autre institution à l'étranger. Ça veut-tu dire qu'il faut que tu ailles passer une année là-bas? Oui, c'est ça. OK. C'est la seule nuance parce qu'en maîtrise, vu que c'est plus Mhm. court, ben, normalement, on laisse partir les étudiants juste une session. Mais dans le cadre d'un double diplôme, c'est vraiment 1 an ici, 1 an là-bas. OK. Et là, tu as un bout de papier intéressant parce que si tu Ben veux oui. être employable en Europe, ben là, tu as un diplôme européen. Là. Donc là, c'est pour ceux qui aspirent à une carrière internationale, c'est super. Puis le dernier, mission commerciale de l'Université Ouais. Laval. Ça, c'est un programme que j'ai eu la chance aussi de faire au MBA. Chaque année, là, c'est une quarantaine d'étudiants qui sont sélectionnés en entrevue en septembre. Ça compte pour 2 cours universitaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être formés en commerce international pendant à peu près 8 mois. Puis pendant ces 8 mois-là aussi, ils vont devoir trouver une entreprise québécoise qui vont aller représenter au mois de mai à l'étranger. Donc, cette année, nos étudiants au mois de mai vont aller en France, aux États-Unis et au Brésil. Ils cherchent une entreprise, pas juste de Québec, là, du Québec. L'entreprise paye un certain montant, puis l'étudiant, finalement, va faire une étude de marché pour cette entreprise-là. Ça équivaut comme 2 cours universitaires. Donc, là, on est dans l'apprentissage expérientiel. Wow. Ils reviennent de leurs 3 semaines de mission avec un beau rapport pour l'entreprise qui peut prendre des vraies actions. Parfois, là, sur la quarantaine d'agents, là, je dirais qu'il y en a tout le temps un certain pourcentage là, qui ça va mener vers des vraies opportunités à l'étranger. Fait qu'on va représenter une entreprise à l'étranger. Puis parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, pour l'émission, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par l'émission. Puis après ça, quand tu parlais d'ouvrir l'esprit, du point de vue entrepreneurial, ça ouvre énormément de perspectives. D'un, ça te donne, tu vois d'autres marchés, tu vois d'autres idées, tu ramènes ça ici. Donc, c'est une façon aussi d'innover, hein, d'importer finalement des concepts qui existent ailleurs puis de voir comment ça peut s'appliquer ici. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis pour l'émission commerciale, puis on le voit en entrepreneuriat international, quand les gens ont été sensibilisés à l'international, puis que tu démarres ton projet, bien, cette frontière-là, tu la vois beaucoup moins parce que justement, tu le sais que. Qu'il n'y a pas de limite à ton projet. Exactement, ou à ton puis que modèle. tu as cette ouverture-là aux cultures, que ça t'apparaît un peu moins intimidant de percer ces marchés-là. Fait que c'est D'envisager hyper. Oui, l'international. c'est ça. C'est vraiment des belles opportunités complémentaires au parcours. Non, c'est bon. Puis la proportion des étudiants qui, tu sais, qui vont à l'extérieur, qui en bénéficient, il y en a-tu beaucoup? Parce que nous, on a une certaine problématique parce que on a la possibilité d'offrir des sessions puis des fins de stage, notamment chez nos partenaires français, puis en Belgique. Et c'est un peu difficile parce que l'étudiant, bon, il a son téléphone à payer, il a sa job, il a son char, il a son gym, il a sa blonde, son chum, bref, peu importe. Et là, ça devient compliqué. Est-ce que c'est à peu près la même chose? Ça arrive, je présume que ça doit arriver aussi à l'université. C'est certain. Ben, en fait, à la base, juste si on prend l'exemple de la France, c'est vrai que les étudiants québécois, exemple, travaillent beaucoup plus pendant leurs études. Puis c'est une réalité que nos équipes ici doivent faire face par rapport à faire comprendre que ben, ça vaut quand même la peine d'aller à l'international. Même C'est un investissement, Ouais, moi, je exact. pense. C'est sûr que ça, c'est assez. Je pense que c'est assez généralisé là, aux établissements québécois. On accueille plus d'étudiants Ouais, hein. internationaux qu'on en envoie. Parce que, tu sais, là, dans ce concept-ci, on est beaucoup dans le bilatéral. Là, donc, tu sais, pour envoyer un étudiant, on en accueille. Mais on est un peu flexible parce que c'est difficile pour nous d'envoyer au même niveau qu'on reçoit. Je ne veux pas m'avancer sur des chiffres, là, par exemple, là, mais c'est ça. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on essaie de faire connaître. Puis On peut dire pas assez. Moi, je me dis, ouais. dans le fond, ce qu'on se dit, Ça, on peut le faudrait dire. plus. C'est un bon chiffre. Ce qu'on fait, on va travailler sur les incitatifs. Fait qu'il y a 2 exemples qu'on peut donner. Dans la réforme de notre bac, il y a à peu près 2 ans et demi, ben, les cours qu'on appelait complémentaires là, dans le bac, qui pouvaient être de n'importe quel sujet, maintenant, on a ajouté 3 cours expérientiels. Fait que quand je parlais des stages ou de l'international, ben, un étudiant... Cours expérientiel. C'est-à-dire que ce qu'on dit, là, c'est qu'il y a 3 cours du bac en administration qu'on impose une expérience à l'étudiant. Ça peut être quoi une expérience? Ça peut être professionnel, donc de faire un stage, de faire les jeux du commerce qu'on a nommés. Ça peut être utiliser ces cours-là pour aller à l'étranger. Ça peut être pour s'initier à la recherche aussi, qui est un peu méconnue, mais qui gagne à être connue. Puis tout ce qui va toucher, exemple, au cours de langue. Là, donc, l'anglais, on l'inclut dans ce package-là expérientiel. Fait que ça, c'est un incitatif pour donner un peu, forcer la main et dire faites-le. Vivez une expérience qui va être créditée dans votre bac.
un autre incitatif, c'est le programme de bourse du Bureau international de l'Université Laval. Quand je parlais d'échange tout à l'heure, si tu pars une session à l'étranger, tu as automatiquement 4 500 $. C'est énorme. Il y a 1 an et demi, c'était 3 000. Ils ont bonifié leur programme de bourse. Donc, on dit à nos étudiants, ça fait 1 an que tu es chez nous, tu as la moyenne minimale qui est assez raisonnable, puis tu as le minimum requis en anglais. Voici 4 500 $. Profite de cette opportunité-là, puis utilise-le pour ton séjour à l'étranger. Fait que, on crée des incitatifs. Dans le fond, l'étudiant qui veut, là, Mhm. il est capable de le faire. Il y a les moyens, tu sais, vous les soutenez. C'est ça. automatique qu'il va pouvoir y accéder. Nous, on dit, tu veux aller à l'international, c'est sûr que tu vas y aller. Le où après ça, c'est ce qu'on travaille avec eux puis qu'on essaie de planifier. Mais la bourse que je viens de nommer, par exemple, là, de 4 500, elle est automatique. Si tu pars 1 an, c'est 9 000 $. C'est sûr que ça ne couvre pas tout ton 8 mois que tu vas passer en France, là, avec le taux de change et tout ça. Mais 9 000 $, c'est quand même un bon montant qui permet de couvrir le billet d'avion, une bonne partie du logement là-bas. Là, donc, Non. À un moment donné aussi, il faut vivre. Puis il faut aussi être capable. Quand je dis faut vivre, c'est sûr, 9 000, c'est déjà très bon. S'il manque un 5 000, ben maman, papa. Là, il y a d'autres sortes de bourses. Là. Je suis C'est même ça pas que j'allais embarqué dire. là-dedans. Ça, c'est sur la bourse automatique, c'est la mais bourse on a des philanthropes, des donateurs qui viennent aussi soutenir ça parce qu'ils considèrent que c'est important dans le parcours des étudiants et que les étudiants peuvent appliquer sur différentes bourses. Il y a une étudiante qui, en ce moment, a fini un double diplôme, justement, en France. OK. Et elle m'a dit qu'elle a pratiquement été payée là, pour aller faire son séjour parce qu'elle a bénéficié de plein de bourses. Puis il y a des bourses externes à l'Université Laval. On pense à En plus, Logique, ouais. une bourse Desjardins ou peu Ben oui, importe. là. donc là, pour bien comprendre le système, il faut juste démarrer un projet, avoir un esprit d'entreprendre sur un projet international Ça va prendre son parcours. et financer son projet grâce aux bourses. C'est quelque chose de possible. D'ailleurs, on va terminer sur une chose, Louis-Thomas. Moi, j'ai entendu dire que si un étudiant de Chicoutimi qui vient étudier en administration, il semblerait qu'il y aurait une bourse spéciale. Oui, bien, on parle de bourse, là, de mobilité, là, ce qu'on vient de nommer, mais on a aussi beaucoup de bourses d'admission. Donc, l'étudiant là, qui termine un DEC, par exemple, qui veut venir au BAA chez nous à l'automne, chaque année, on a toujours, je dirais, là, entre 30 et 40 bourses d'admission pour les étudiants qui sont assez performants là, Okay, selon leur c'est quota. pas juste une bourse. Non. On OK. parle de philanthropes, de donateurs. On a près de 800 000 qui est donné aux étudiants par année. Donc, autant à l'admission, autant pendant qu'ils sont chez nous, puis autant pour partir à l'étranger. Quand on parle d'admission, donc je passe du cégep à l'université, si je suis relativement méritant, souvent les cotères 28 et plus vont pouvoir postuler sur ces bourses-là. Ce n'est pas des bourses automatiques, mais un 2 000, 3 000 $, ça se prend bien. Ce qui est intéressant ici, là, ce que tu mentionnes, c'est qu'on a justement, puis ça, c'est des fois à la demande d'un donateur, on a des bourses qui ont certains critères spécifiques, puis on en a une bourse, en fait, 2 bourses de 5 000 $, ce qui est quand même très gros pour commencer des études. Et dans les critères, il faut être originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a un donateur natif de la région. Probablement. Hein? On peut imaginer. On a 2 étudiantes qui ont déposé leur demande d'admission pour l'automne prochain. Oui, c'est sûr que, comme je disais au début, Je vais leur dire. que ce soit de Chicoutimi ou les autres cégeps là, de la région, finalement, ça vaut la peine, en fait, d'essayer. Puis si on n'obtient pas cette bourse-là, on est quand même considéré pour toutes les autres bourses. Là, fait que, même si je n'obtiens pas la fameuse bourse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais que j'ai quand même un beau dossier, ça se peut que j'aie une autre bourse de 2000 ou quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire connaître aussi le plus possible là, quand on se déplace. Parfait. Écoute, merci Louis-Thomas. Ça fait plaisir. Écoute, tu as aussi une petite carte blanche. Quand tu viens à Chicoutimi, arrête à mon bureau, amène-moi des nouveautés. Et c'est sûr que là, pour les profs, je vais conserver ça pour Marie-Pierre. On n'aura pas le choix. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à ce balado. J'espère que les gens ont pu en apprendre sur l'entrepreneuriat d'une part et aussi sur l'Université Laval et les différentes opportunités. Ben là. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de Ben là en direct de l'Université Laval. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes. Donc, sur ça, il ne me reste qu'à vous dire ciao.